Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être attendre 2 secondes qu'on ait encore un peu plus de monde qui se connecte et qui ont le temps d'arriver. J'en profite, je suis Daniela Elsner, directrice générale d'Unifrance. Je vais présenter nos deux invités dans un moment. Je les remercie d'avance. Je voudrais rappeler un peu le cadre de ce panel qui sera donc après disponible en sous-titré anglais par la suite, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler français, ce qui est aussi bien pour la francophonie. Donc, MyFad, c'est la deuxième année de notre programme MyFad chez Unifrance. On travaille avec des partenaires, notamment la CIFA, l'AFCA et la Fête du cinéma d'animation. Tout cela autour de la Journée mondiale de l'animation et le mois de l'animation en France. Donc, nous sommes vraiment tournés vers les œuvres d'animation qui, de toute façon, en ce moment, se portent globalement aussi bien, mais il faut toujours être vigilant, il faut les aider, il faut en parler. Et il faut évidemment le but aussi de vous inviter tous et toutes à aller voir ces films d'animation en cinéma parce que aujourd'hui on va parler beaucoup de cinéma, un peu d'audiovisuel, mais il y a une belle production cinématographique chez Tate. Évidemment aussi le soutien du ministère des Affaires étrangères et du CNC, nos grands partenaires d'Unifrance en général et de MyFad. Le ministère des Affaires étrangères nous aide tout au long de l'année aussi pour justement faire des actions autour de l'animation. Donc, je vais présenter tout de suite, et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Jean-François Tosti, donc TAT, 25 ans de TAT, vous les fêtez cette année. Félicitations d'abord parce que c'est une belle histoire. Et Grégoire Melin, le président directeur général de Kinologie, qui est donc un vendeur à l'international, c'est lui qui fait en sorte que les belles productions de Tate voyagent à travers le monde. Alors, pas que les films de Tate, il en a beaucoup d'autres, il va nous en parler. En tous les cas, on a producteur et vendeur. C'est aussi un couple qui est très important pour l'internationalisation des œuvres. On va en parler. Jean-François, je commence avec vous. J'ai lu quelque part, voilà, vous étiez jeune, vous étiez presque en collège encore, on peut dire, et l'animation vous avez déjà passionné et pris. Et là, voilà, vous êtes avec des amis et vous dites, c'est ça, la passion de ma vie, l'animation s'anime et ça animera toute votre vie. Comment ça se passe en fait? Racontez-nous comment vous arrivez de ce début en fait avec des amis à une société mondialement reconnue. Oui, effectivement, avec mes deux associés fondateurs de TAT Productions, on s'est rencontrés au collège. Donc on avait 11 ans, hein, en sixième, entré en sixième, et on s'est vite rapprochés autour d'une passion pour l'animation, les dessins animés, mais aussi le cinéma. Et très tôt, on a eu envie de comprendre comment ça marchait. Il y a quand même plus de 40 ans, hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de s'informer facilement qui existent aujourd'hui. Donc on a cherché à comprendre comment les gens faisaient bouger des petits bonhommes, à cette époque-là souvent en pâte à modeler, devant une caméra pour leur donner vie. Et on a creusé, 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 puis on a fait nos premiers essais d'animation en Super 8 mm à l'époque, avec des petits bonhommes en pâte à modeler, et on s'est dit, mais c'est génial. En fait, effectivement, ce qui est génial, c'est qu'à partir de rien, on insuffle la vie à des choses inanimées, et c'est quand même ça beaucoup la magie, je trouve, de l'animation, et qui, moi, me fascine toujours aujourd'hui. Hein. C'est qu'on part de rien et qu'on insuffle la vie à des personnages qu'on crée du néant. Et ça, on trouvait ça magique et ça nous a passionnés pendant longtemps, mais on vient d'un tout petit village du sud de la France et pour nous, c'était pas du tout une possibilité, mais ni même une idée d'un jour travailler dans le cinéma. C'était très lointain de notre univers quotidien. Mais on a toujours, donc on a fait des études traditionnelles, on est tous les trois d'ailleurs des scientifiques, mais on a toujours eu cette passion et on a toujours continué à faire des petits courts-métrages, à se renseigner, à voir beaucoup, beaucoup de films, jusqu'au jour où, arrivé proche des années 2000, on s'est dit, mais quand même, on peut continuer à faire des choses et on s'est remis à faire des courts-métrages amateurs, puis moins amateurs, puis semi-pro. Et puis un jour, on a tout lâché en gros en disant, essayons de monter une société. On a une particularité, c'est qu'on est à Toulouse, dans le sud de la France, on n'est pas dans la capitale, et ça c'est très rare en fait. Donc dans notre sud
Toulousains, on s'est dit, montons une société, puisqu'il n'y avait pas de société à l'époque qui pouvait développer nos projets. Donc on s'est dit, montons une société pour développer nos projets. On avait envie surtout de raconter des histoires à cette époque-là. Puis on a donc commencé par faire des petits courts-métrages en stop motion. Et puis on s'est professionnalisé, on a fait un peu de pub, on a commencé à gagner notre vie en faisant de l'animation. Et un jour, on s'est dit, il faut qu'on revienne à ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'est-à-dire raconter des histoires pour le plus grand nombre. Et là, on a décidé d'emprunter le biais de la télévision d'abord. Et on est allé voir les chaînes de télé avec un projet de ce qu'on appelle un spécial télé, c'est-à-dire un unitaire télévisé qui dure en général, le format standard, c'est une demi-heure. Hein, et là, on s'est dit, on va écrire quelque chose qui se passe à Noël, parce que c'est des programmes en fait, que les chaînes de télé, en France et partout dans le monde, achètent pour diffuser pendant les vacances. Et donc, il y a des spéciaux de Pâques, il y a des spéciaux d'Halloween, il y a des spéciaux de Noël. Et on s'est dit, pourquoi pas un spécial de Noël. Et on a travaillé à l'écriture d'un premier projet qu'on allait proposer aux chaînes de télévision françaises. On a eu la chance, France Télévisions, tout de suite, a trouvé ça très intéressant. Ils étaient un peu sceptiques sur notre capacité à le fabriquer. Donc, ils nous ont proposé de le faire par quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on a fait notre premier vrai choix, c'est-à-dire qu'on a dit non. On a dit, si c'est pas nous qui le fabriquons, on le fera pas. Et c'est comme ça qu'est né notre premier studio, en fait. On a monté un premier studio, là pour le coup 3D, parce qu'à cette époque-là, les chaînes de télévision ne voulaient plus de techniques traditionnelles. Elles étaient toutes obsédées, on va dire, par la 3D. Et puis, heureusement, ça a rechangé après. Mais il y a eu une vague, une époque, autour des années 2000, entre 2005 et 2012-2013, où les chaînes de télé étaient vraiment concentrées sur la 3D. Donc, nous, on s'est dit, on fait la stop motion, pourquoi pas faire de la 3D? Puisque l'animation 3D, finalement, c'est comme faire bouger des marionnettes dans un décor, ce qu'on fait en stop motion, sauf que c'est virtuel. Mais conceptuellement, artistiquement, c'est assez similaire. Il y a beaucoup plus de similarités entre la stop motion et la 3D qu'entre la 2D et la 3D, par exemple, en termes artistiques, finalement. Donc le passage, bien sûr, il y a eu un passage d'apprentissage pour nous et de trouver des gens qui savaient faire de la 3D, puisque nous, on ne savait pas en faire. Mais assez vite, on a réussi à monter un petit studio, on était une vingtaine, ça c'est 2006. Et là, on développe notre premier projet de spécial télé qui s'appelle toujours d'ailleurs Spike, puisqu'il est encore diffusé en France, dans certains pays du monde. Et là, ça devient intéressant pour l'objet de notre conversation dans le cadre de l'international, c'est que dès ce premier spécial, finalement, on fait plein de ventes à l'international. C'est-à-dire que c'est notre premier spécial, ça dure une demi-heure, c'est pour France Télévisions, ça cartonne à l'antenne quand c'est diffusé sur France 3 à l'époque, mais on vend aussi le film dans déjà, je crois, une cinquantaine de pays, 40 ou 50 pays, 40 chaînes ou 50 chaînes qui acquièrent le spécial pour le diffuser à Noël. Et donc là, on prend conscience que, effectivement, ce qu'on écrit naturellement, puisque évidemment, on est jeune, on débute, on n'écrit pas en pensant à ça. Mais on se rend compte que, oui, visiblement, notre écriture, elle est assez universelle et elle parle à beaucoup de gens dans le monde. Et donc, à partir de là, on voit les intérêts autour de nous un peu apparaître, puisque c'est vrai qu'à l'époque, on n'est quand même pas si nombreux en France à faire des programmes de ce type, de cette qualité en 3D, qui marchent bien à l'international. Et puis surtout, dès ce premier spécial, on définit notre style, c'est-à-dire on est dans une écriture très familiale. C'est-à-dire on n'est pas jusqu'à nous, ça paraît un peu prétentieux, mais c'est une réalité chronologique au moins, hein. Jusqu'à nous, il y a peu de sociétés d'animation en France qui font des programmes pour la télévision vraiment pour la famille. C'est-à-dire que en général, c'est destiné vraiment aux enfants, aux tout petits, et on ne cherche pas à emmener les parents avec leurs enfants devant le poste de télévision. Et nous, on arrive avec une écriture plutôt anglo-saxonne, où on essaie de mélanger ces niveaux de lecture et de proposer un spectacle vraiment familial, en tout cas évidemment destiné en premier lieu aux enfants, mais si les parents s'assiedent à côté, si les grands frères et les grandes sœurs s'assiedent à côté, ils vont passer un bon moment aussi. Et c'est ça, quelque part, c'est ça qui explique notre succès très rapide quand on commence vraiment à faire de la télévision, parce qu'on a une proposition qui est inédite à l'époque pour de la télé. Et donc là, tout le monde trouve ça super et on nous propose France Télévisions nous dit de développer autre chose. On aimerait bien. Et là, on pond le concept des As de la jungle, qui raconte donc l'histoire d'une bande d'animaux dans la jungle, mais avec des personnages très bizarres, et particulièrement notre héros qui s'appelle Maurice, qui est un pingouin qui se prend pour un tigre, et donc il y a des rayures de tigre peintes sur lui, son fils c'est un poisson-tigre dans un bocal. En gros, c'est un truc totalement absurde, mais tellement assumé que ça marche. Et là, l'aventure commence, et on fait d'abord un premier spécial télé qui dure 55 minutes, donc presque un film de cinéma, quelque part, puisque nous, notre obsession, c'était de faire du cinéma un jour. Donc là, on s'en rapprochait, et ce truc-là cartonne, mais c'est un truc de fou, en fait. Là, on est complètement dépassé par le succès du spécial,
Et puis on enchaîne. Série, saison 1 des As de la Jungle, saison 2, saison 3, film des As de la Jungle, d'autres films. Et là, on rencontre des vendeurs internationaux. Et puis un jour, on tombe sur Grégoire, qui maintenant nous accompagne sur nos sorties internationales de films. Et voilà, voilà en gros le début de notre parcours. On pourra développer sur le sujet après, mais voilà. Avant de passer vers Grégoire, là, quand vous dites on, parce que quand même, vous êtes à Toulouse, vous avez fait autre chose dans votre vie, tout d'un coup, le on, c'est vous qui développez, vous écrivez, c'est qui Alors, le on, et qui oui, écrit, qui au début de la création, en fait, de tout quand je ça. Et parle puis à Toulouse. quand je parle de 11, c'est vraiment les trois gamins qui se sont rencontrés à 11 ans. C'est les mêmes 11. Donc, il y a mon frère Eric et mon troisième associé David Allo. Et effectivement, quand on commence, c'est nous qui produisons, qui écrivons, qui réalisons, on fait tout. Et, euh, et c'est aussi ce qui explique notre force. C'est-à-dire qu'on est à la fois producteur, studio, et on peut tout contrôler du début à la fin. Et ça, c'est un vrai intérêt. C'est-à-dire qu'on est vraiment maître de la narration, mais maître aussi du budget et du planning. Et souvent, il y a des tensions, les réals, les producteurs, éventuellement les distributeurs ou les diffuseurs. Mais nous, on s'adapte en permanence à la réalité du moment qu'on traverse. Si on n'a pas assez d'argent, on va sacrifier des choses, mais en étant le plus intelligent possible. Si on est en retard, on va se débrouiller pour accélérer. Et, et les décisions sont très rapides, puisqu'on est tous au même endroit, et on maîtrise tout et on contrôle tout. Donc ce on du début, après évidemment, devient un on beaucoup plus global, puisqu'on commence à 3 en 2000 et aujourd'hui on est environ 300. Donc c'est plus du tout le même fonctionnement, quoique on est quand même encore avec David, puisque mon frère Eric, lui, il y a 5 ans environ, a décidé de passer à autre chose, même s'il est toujours associé. Mais avec David, on est quand même encore beaucoup à l'écriture, éventuellement à la réalisation, et à la production. Et puis on essaie de buffler cette énergie qu'on avait au début, il y a maintenant 25 ans, on essaie de la maintenir et de l'insuffler à nos équipes et aux gens qui nous entourent. Parce que, évidemment, je pense que les gens le savent, mais je vais le redire, l'animation, c'est vraiment quelque chose de très collectif. Fabriquer un film d'animation, ça dure en général 3 ans. Si on compte les 2 ans antérieurs pour écrire, développer, trouver les financements, etc., ben, c'est une aventure de 5 ans, 5-6 ans. Et encore, nous, on est parmi les plus rapides. Donc, donc ça peut être beaucoup plus encore, mais nous, on va assez vite finalement. Mais c'est vraiment une aventure collective. Il faut emmener les équipes avec nous et les faire tenir pendant 2-3 ans. Et donc, on essaie de maintenir cette envie, cet esprit familial. Et moi, il y a un des trucs qui me satisfont le plus finalement, c'est qu'en général, à la fin d'un film, toute l'équipe au studio sent que c'est son film. Et ça, c'est vraiment un sentiment assez délicieux que j'espère on ne perdra pas. Mais voilà, on essaie de maintenir ce truc. Donc, Grégoire, vous avez vu cette société grandir. Peut-être un mot aussi, vous avez, c'est un peu même moment de création de Kinologie, peut-être un peu plus tard. Quand est-ce que ce on vous a apparu vraiment être la société avec qui vous avez envie de travailler et comment en fait vous les avez approchés parce que c'est quand même aussi avant tout une rencontre, surtout quand on veut travailler avec une famille, j'allais dire une famille, une société aussi avec un esprit fort, hein, presque familial en fait. Bah oui, moi je vais parler un peu sous le contrôle de Jean-François, mais on s'est trouvé, je crois, vraiment. Euh, en fait, je crois on réagit, on a un peu le même ADN en réalité d'être sur peu de choses, mais des choses dans lesquelles on se donne à 3000%. Moi, j'ai toujours une très très forte appétence pour l'animation. Je vais pas revenir à mon enfance parce que tout le monde peut le dire, mais moi en particulier, j'ai eu la chance d'être un peu sauvé par le cinéma et notamment enfant avoir vu beaucoup, avoir été traîné dans beaucoup de cinéma dès le plus jeune âge, avoir de l'animation, donc forcément c'est quelque chose que j'ai gardé en moi. On avait commencé nous au moment où j'étais chez EuropaCorp dans les années moitié de 2005-2006 de vendre le film d'animation Luc Besson. Après ça, c'est pas rien de savoir que c'est un producteur d'animation qui m'a fortement encouragé à créer Kinology. On l'a cité juste un tout petit peu avant. Et avec lui, on a travaillé, Jean-François parlait d'un rythme de 3, 4, 5 ans. On a travaillé 8 ans sur un film qui s'appelait Mune, qui a fini par sortir en 2016, sur lequel on était impliqué pas qu'en vendeur, mais aussi on est devenu
coproducteur. Moi, j'ai fini l'écriture avec Juan Solanas. D'ailleurs, c'est drôle parce que je reprends en ce moment un projet avec lui et je repasse par la même période de fin d'écriture très agréable, voilà, sur un projet d'animation également. Et puis moi, je réagis à l'image énormément. Et ça, je pense qu'on va en revenir sur. Et c'est en voyant l'affiche des As de la Jungle et en étant un petit peu jaloux de savoir que et en voyant la qualité de ce que les studios Tat étaient capables de sortir pour à l'époque vraiment et toujours d'ailleurs, mais à l'époque en particulier des budgets vraiment vraiment tout petits par rapport à ce qu'est un Pixar. C'est la première fois en France, en Europe, qu'on avait une expérience telle d'un studio 3D intégré. Euh, qui d'une certaine manière, entre guillemets, je sais que c'est un peu ridicule à dire, mais c'est quand même une réalité, essayer de venir un peu, peut-être pas concurrencer, mais un peu sur les plates-bandes d'un Pixar, d'un Illumination, d'un Fox Blue Sky, enfin voilà, donc je trouvais ça génial. Et puis surtout, moi, c'est la qualité, les couleurs, les affiches, où j'étais là, waouh, c'est élégant, c'est chouette, enfin il y avait c'était très inspirant. Et puis moi je suis un peu timide, donc je reste un peu dans mon coin jusqu'au moment où ça a été un peu une évidence. On s'est rencontrés comme par hasard à Annecy. Je sais plus, tu te souviens Jean-François 2020 ou 2021? 2021? 2020? 2020 peut-être, hein, Voilà. 2020, je pense, hein. Euh, où on s'est un peu tombé, encore une fois, je parle sous le contrôle, genre, un peu dans les bras l'un de l'autre en se disant, ah, mais on a entendu parler de toi. Et moi, je dis, bah, moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et c'est très amusant parce que j'ai contacté Jean-François au moment où il allait me contacter ou le contraire, j'arrive même plus à savoir. Bon, en se disant, faut qu'on s'asseye. Et là, on s'est assis, on est resté 2 heures, on s'est raconté un peu nos vies, on s'est raconté un peu nos manières de travailler. Euh, alors, je l'avais prévenu que ça allait être, je l'avais prévenu que j'allais être très présent. Et finalement, bah, l'expérience, l'histoire entre nous s'est révélée très concluante en fait, parce que je Ouais. crois que c'est ce qu'il cherchait, un vendeur très hands-on, comme on dit. Alors, moi, j'étais fou de joie de réussir à vivre une expérience dans laquelle le film, entre le moment où on commençait à le vendre, et ça, je vais revenir dessus sur l'aspect vente d'un film d'animation et le moment où le film était montré et sorti, c'était un an et demi, 2 ans, et pas 7 ans, comme ce que j'avais vécu. Donc j'ai vécu ça comme une forme de libération. J'ai trouvé ma place parce que c'est vrai qu'on aime bien, nous, arriver tôt avec des promos, des trailers, donc on a réussi à trouver un modus operandi entre nous qui fait que ça s'intégrait bien dans le mode de finition du film. Ça aidait même, c'est des conversations qu'on a régulièrement avec Jean-François, parce que moi, j'aime pas du tout être interventionniste et déranger le workflow. Et en fait, il se trouve que bah, quelquefois, ça peut aider. Donc, c'est vraiment des conversations qu'on a tout le temps avec Jean-François et David. Euh, Ça a été une première collaboration sur Patty et la colère de Poséidon qui s'appelle Argonauts ou Epic Tales à l'étranger, qui a été vraiment formidable parce qu'on est arrivé tout doucement et puis voilà, et puis on a appris à se connaître. Sur ce film, à comprendre aussi comment les choses étaient organisées, ces dates, la part de chacun, Jean-François, David, leurs équipes, des équipes vraiment formidables, agréables à travailler, enfin qui est devenue un peu comme une deuxième famille, on va pas se mentir. Tellement que à un moment donné, il était question qu'on vienne souvent à Toulouse et qu'on ne vient même plus à Toulouse tellement on se parle tous les jours. Non seulement moi et Jean-François et David, mais aussi avec toutes les équipes. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis on a la même forme d'ambition, je crois, de se dire il faut qu'on emmène Tat. Ça a toujours été dans la première conversation et toujours quelque part comme ça dans toutes nos conversations. C'est vraiment comment on construit aussi la marque Tat à travers l'exportation de leurs films. Euh, donc moi j'ai toujours un peu peur de renouveler des expériences avec des gens avec lesquels ça s'est très très bien passé. Donc comme ça s'était très bien passé,
on s'est quand même, voilà, je les ai prévenus, on en a beaucoup discuté, on a fait un peu divan de psy, mais voilà, on a continué sur Pets on the Train et ça a été une seconde expérience extraordinaire. Donc je pense que ça y est, on a cassé Malédiction. j'osais pas le dire, mais on a cassé un peu ce qui aurait pu tomber dans une forme de routine parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que chaque film, on le sait, est une expérience différente. Et puis, très différente même en termes de vente. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte parce que tout d'un coup la date de sortie France de Falcon Express qui s'appelle Pets on the Train à l'étranger, tout d'un coup était très vite, très tôt, donc c'était pas du tout, on n'a pas du tout pu répliquer ou voulu même répliquer ce qui s'était passé sur Patty. Euh, donc en fait, on a couru un peu et à l'arrivée, l'international cartonne sur le film parce qu'on a été en embuscade, parce qu'on aussi, je crois que notre grande force, c'est qu'on communique énormément avec Jean-François. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on se parle pas. Et d'ailleurs, quand on se parle pas 3 jours, on se rattrape le quatrième jour. Mais voilà, donc c'est vraiment très fluide. On se dit tout, on réfléchit de plus en plus en amont. Le prochain qui va s'appeler Lovebirds, qui sortira tout début 2027, on est déjà en train de réfléchir à toutes les étapes de vente l'année prochaine. Déjà, enfin, quand je dis maintenant, ça fait déjà même quelques mois qu'on en a discuté. On a eu un premier shot de prévente à Berlin pour d'essayer d'imaginer, comme c'est un projet plus ambitieux en termes de budget pour Tate, c'était important que l'international mouille le maillot encore un peu plus. Et du coup, on a démarré très tôt sur un shot de prévente à Berlin l'année dernière, en 2024. Ça, tout de suite, on a pu tester un peu autour du script, du concept, des premiers dessins, des premiers personnages, parce que c'est aussi la première fois que Tat ne développe pas en interne un script, ce qui est aussi une piste de développement chez Tat. Ça, je vais laisser Jean-François en discuter, mais c'est vrai que c'était une première fois. Et en plus, c'est moi qui ai un peu amené le projet parce que je trouvais le script extraordinaire et que voilà. Et je suis ravi que la greffe se soit aussi facilement et naturellement opérée. Voilà. Donc après ça, là où je trouve ça, je vais le redire parce que c'est important. C'est très compliqué. Euh, Alors attendez-moi une seconde, je vais laisser la main à Jean-François 2 minutes, mais on reviendra là-dessus parce que je voudrais après ça raconter ce que c'est que le rythme On d'une... va revenir. Ouais, on Voilà. va revenir. Jean-François, quand même, ce que je trouve intéressant, Spike, vous allez voir France Télé, vous êtes sur la France, vous vous dites la France, c'est déjà formidable, etc. L'international se greffe presque dessus sans que vous êtes allé le chercher. Après, donc tout de suite, l'as de la jungle, vous vous êtes dit, bon là maintenant on a compris, comme vous avez dit, on sait parler à l'international, donc maintenant on va le préparer. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc l'international est rentré totalement dans notre ADN ou ça a duré encore un peu plus de temps? Alors, ouais, en fait, on n'a pas fait d'effort particulier en termes d'écriture, en tout cas, au moment où on a développé l'univers des As de la Jungle, parce que parce qu'on avait le sentiment que ça venait naturellement. C'est-à-dire, on n'a pas fait d'effort pour aller vers l'international. Par contre, très vite, on est allé chercher des partenaires qui allaient nous aider à vendre le programme à l'international parce qu'on avait compris que c'était de toute façon un facteur clé de la réussite. Alors, il y a des sociétés et des studios d'animation qui développent en interne leur propre outil de vente internationale, et pourquoi pas. Mais nous, on a fait le choix de déléguer ça systématiquement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est pas notre cœur de métier, c'est pas en plus, c'est pas quelque chose qui nous intéresse comme métier. Je veux dire, ça nous intéresse évidemment que nos programmes se vendent et que nos films se vendent, évidemment, et on y pense beaucoup. Mais c'est pas voilà, c'est pas des démarches qu'on aime faire. On n'aime pas aller sur les marchés, on n'aime pas discuter et négocier avec plein de pays différents dans le monde. C'est pas voilà, ça c'est pas notre nature en fait. Plus qu'un goût, c'est pas voilà, c'est pas notre nature. Donc on est on inclut par contre voilà maintenant ce qui est important pour nous quand on veut lancer un projet et qu'on a assez de contacts parmi les vendeurs directs qu'on peut solliciter très rapidement, dès qu'on a une idée ou une envie ou qu'on repère un projet qui nous plaît, on va contacter nos vendeurs internationaux réguliers pour leur dire qu'est-ce que tu en penses. Et par exemple, aujourd'hui, même si c'est une idée qui tient sur un timbre-poste pour un long métrage, je vais appeler Grégoire pour lui dire écoute, j'ai ce truc, moi ça m'intéresse, qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu en penses à l'inter?
Et si Grégoire me dit, et des fois il m'ouvre les yeux, il me dit non mais Jean-François, tel truc ou tel truc, dans le script là, ça va pas le faire. J'arriverai pas à vendre ça à l'international, moi. Ou alors à le vendre, oui, mais beaucoup moins que ce que tu espères ou ce qu'on a l'habitude de faire. Et là, j'écoute et je me dis, ah, oui, c'est vrai que peut-être, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on est pris par l'envie d'un projet ou qu'on trouve super. Et puis, des fois, on peut perdre un peu de perspective sur l'interne. Donc, ça, c'est bien d'avoir ces contacts réguliers. Il faut quand même juste rappeler pour nos auditeurs, hein, L'As de la jungle, série, plus de 200 territoires, hein, 50, une cinquantaine de langues, des Emmy Awards, des prix partout. Pareil pour beaucoup de films, enfin tous les films de cinéma que vous avez faits, ça dépasse les millions de spectateurs, souvent en France, à l'étranger encore plus. Donc vous l'avez dans l'ADN aussi, l'international, hein, quand vous touchez à quelque chose. Oui, Effectivement, vous travaillez avec des bons vendeurs, ça c'est sûr, mais vous avez aussi, je crois quand même quelque part, hein, peut-être c'est aussi dû à ce studio que vous avez créé, etc. C'est-à-dire que vous avez euh, un talent de raconter des histoires, hein, qui dépassent largement les frontières de la France. oui, et je Donc pense que ça, je pense que ça vient un peu aussi de la manière dont s'est construite notre culture cinématographique. C'est-à-dire, nous, on ne vient pas d'un milieu intellectuel, on n'a pas fait d'école de cinéma, on est complètement autodidacte dans le cinéma et l'audiovisuel, nous. C'est quand même, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais voilà, on a appris sur le tas. Et nous, notre cinématographie et nos références se sont construites sur les gros blockbusters américains, les gros dessins animés des studios américains, les films d'action, les séries B, les séries Z, très anglo-saxons, il faut le dire. Et c'est que finalement, et c'est ça qui nous a construit, qui nous a appris, je pense, quelque part, cette manière qu'ont les anglo-saxons de raconter des histoires, qui est finalement très universelle et qui marche à l'international. Et c'est qu'après, plus tard, dans nos années de jeunes adultes, qu'on s'est intéressé à tous les autres types de cinématographie. Mais moi, pour être clair, hein, j'ai découvert Bergman à 22 ou 23 ans. Euh, Évidemment, j'avais entendu le nom, mais je ne pense pas que j'avais vu un film jusque-là. Donc après, ça s'est construit et c'est vachement intéressant parce que finalement, on a fait le parcours quelque part inverse de celui qui est souvent le parcours des gens qui travaillent dans le cinéma et l'audiovisuel en France. C'est-à-dire où c'est quelque part d'abord très élitiste culturellement, puis après on va vers quelque chose peut-être de plus populaire. Mais nous, ça a été un parcours vraiment inverse. On a tout de suite été nourris par des choses très populaires et très grand public et très commerciales. Et on s'est vite convaincu. Et donc, c'est naturellement qu'on est allé vers ce type d'écriture et d'histoire qu'on avait envie de raconter. Mais avec une vraie obsession, et ça, je pense que Grégoire pourra le confirmer, et c'est aussi ce qui explique, je pense, le succès des œuvres à l'inter, c'est que nous, on assume complètement de faire des choses commerciales. Pour nous, c'est pas honteux. Mais par contre, on est obsédé par la qualité. Et pour nous, l'écriture, c'est fondamental. La qualité de l'image, c'est fondamental. Et ce qu'on veut, c'est faire des films de cinéma. On ne fait pas n'importe quoi en se disant c'est pour les enfants. Je pense qu'on y arrive, on fait des vrais films de cinéma qui racontent des histoires d'une manière efficace et bien pensée et qui font rire, qui émeuvent les spectateurs. Donc je pense que quand même la qualité des œuvres est pas du tout anodine dans la réussite de nos films et de la société. donc Grégoire, il y a une marque TAT, c'est un label de qualité. Peut-être tu dis juste, parce que les ventes, là, on en parle, c'est des grands succès. Il faut peut-être juste expliquer un tout petit peu à nos auditeurs que ça se fait justement pas tout seul. La vente, c'est un métier, un savoir-faire, hein, et beaucoup là aussi, de connaissances du terrain, mais aussi des gens qui achètent. Donc, est-ce qu'il y a des fans acheteurs TAT partout dans le monde entre-temps qui attendent la nouvelle production, ou est-ce qu'à chaque fois tu pars un peu sur un processus long, hein, ça aussi en animation, les films mettent du temps à se faire, tu l'as déjà un peu dit. Donc, c'est comment à l'international aujourd'hui, 25 ans de TAT? Alors, comme vous le savez, parce que vous en avez quand même pratiqué, et Daniela en particulier, les distributeurs sont quelquefois un peu cryptiques. C'est pas toujours facile de comprendre réellement s'ils savent pas. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on a senti, et je le mets pas du tout à notre crédit, parce que je le mets complètement au crédit de la qualité des films livrés par Tate. Quand on est arrivé, c'est vrai que quand on disait Tate, les gens disaient, voyez pas forcément à chaque fois de quoi on parlait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la marque s'est
tout petit peu plus euh, installé, ouais, fidélisé. Maintenant, on le sait, les distributeurs ont une très grosse offre de films très différents, que ce soit de l'animation ou autre, et que il faut tout le temps un peu leur rappeler les choses en disant, mais souvenez-vous, ce sont les producteurs d'eux, et voilà le nouveau film. Alors, voilà, donc nous, on essaie de marteler un peu le nouveau film Tat. D'ailleurs, on va faire quelque chose que Tat n'a jamais vraiment fait, c'est de faire un peu un gathering à Cannes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Donc, on réfléchit. Jean-François recule un peu parce que c'est pas trop naturellement ce qu'il ferait. Mais je pense que c'est important au moment du lancement de Lovebirds à Cannes. Où on va montrer, j'espère, 15-20 minutes du film. Que pour la première fois, Tat rencontre les acheteurs et qu'il y a un vrai event autour de Touch. Je pense qu'il est temps. Et c'est un peu tout ce qu'on a fait. Voilà. Maintenant, il y a un autre aspect très important qui est parce que les gens qui vont nous regarder savent pas forcément. Euh, Quand Jean-François vient nous voir, on finance le film également. Donc c'est pour ça que, et c'est très important que le vendeur finance le film, parce que c'est là que le rapport d'équilibre se crée. C'est-à-dire que il y a une vraie écoute respective, tout simplement parce que ben, à chaque fois on essaye de s'impliquer un peu plus, et financièrement et personnellement, et en termes de vendeur. Et donc je reviens à cette notion que j'avais abordée très rapidement dans la réponse précédente, c'était que il faut réussir à gérer auprès des acheteurs ce qu'on appelle la fraîcheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un film en line-up pendant des années où, de marché en marché, on n'a rien à raconter sur le projet. C'est quelque chose qui, même si c'est pas forcément mal perçu directement, c'est quelque chose qui peut épuiser quand même à la longue un distributeur qui, tous les 3 mois, 4 mois, redécouvre un line-up et retrouve le film, souvent avec la même photo, parce que comme l'a dit Jean-François, une fabrication d'un film d'animation, c'est 2-3 ans, mais dans sa conception, ça peut être 1, 2, 3 ans avant. Voilà, donc voilà. Donc nous, on essaie déjà de bien réfléchir avec Tat à quel moment on va lancer le film, fonction du planning de fabrication. Alors, il peut vous le dire, tous les 6 mois, je reviens en disant, est-ce que je peux avoir un planning Je travaille énormément sur le planning de fabrication, étant maintenant, comprenant également ce qu'un distributeur souhaite voir ou ne souhaite pas voir. Et donc on ajuste en permanence, ben non, là ça, on risque d'être un peu juste, donc faisons plutôt ça. Est-ce que c'est plutôt une bande-annonce? Et alors, il faut savoir aussi qu'un vendeur international, contrairement à un distributeur local, doit préparer du matériel bien plus en amont qu'un distributeur local. La difficulté avec l'animation, c'est qu'on est quand même obligé de respecter dans une contrainte de planning de fabrication où les images sont prêtes, les images complètement terminées. C'est quand même ça qu'on a envie de montrer aux acheteurs étrangers, parce que les acheteurs étrangers, on a beau leur expliquer, et même pour nous, c'est compliqué d'imaginer, de se projeter dans l'image finale, quand l'image, elle est à 50, 70, 80, 90%. On aimerait que l'image soit à 99, 100%. Pour vraiment que, parce qu'ils arrivent, même si on les prévient, si on met des panneaux devant en expliquant, attention, l'image n'est pas finie, il reste ça, c'est très compliqué pour eux d'imaginer l'image finie. C'est pas leur métier. Eux, leur métier, c'est de découvrir un film terminé où il n'y a plus rien à faire. Bon, donc voilà. Donc nous, en tant que vendeurs, souvent on intervient très tôt. On le sait sur les films live action. On arrive à monter des promos très longtemps avant que la première bande-annonce commerciale sorte. Et là, dans le métier de l'animation, c'est très différent parce que on est un peu pieds et mains liés sur le planning de fabrication. Donc on est obligé de s'y prendre très tôt, de monter des maquettes quelquefois qu'on donne à Tat en disant ben, c'est ça qu'on aimerait bien montrer à tel marché. Est-ce que vous pouvez speeder la fabrication de ces images-là? Quelquefois c'est bien reçu, quelquefois c'est mal reçu. En tout cas, jusqu'à maintenant, mon expérience était plutôt pas très bien reçue parce que c'est vrai que ça mettait un peu le souk dans le planning de fabrication en disant ah mais ces images-là, on avait prévu de les fabriquer à la fin. Tout ça, voilà. Et avec TAT, c'est complètement différent. C'est non, non, faisons-le parce que ça va nous permettre d'apprendre des choses sur notre film, de voir ce qui marche pas. Enfin, voilà. Il y a toujours, encore une fois, la clé. Et c'est ce qu'on s'était dit à la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est main dans la main, le sparring partnership entre nous. Alors je donnais un peu des clés, hein, mais Je vais rajouter quelque chose quand même qui est important parce que c'est faut que les gens comprennent aussi. Donc, en fait, quand un film sort dans un pays, il y a ce qu'on appelle un distributeur localement qui prend le film, qui va en faire la promotion dans son pays en payant des affiches, en payant de la bande-annonce dans les salles de cinéma. Voilà, il paie, il conçoit, il paie toute une promo.
et après, il va essayer de convaincre les salles de cinéma du pays de diffuser le film. Ça, c'est le travail du distributeur local. Ensuite, on a le travail du vendeur international qui est d'aller chercher pour notre prochain film le meilleur distributeur pour le film dans chaque pays. Le meilleur distributeur, ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs celui qui donne le plus d'argent. C'est parce qu'il y a des gens qui pourraient donner beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas sortir des films d'animation. Il y a une expertise quand même à avoir pour sortir des films d'animation pour la famille. Donc ça, c'est le travail du vendeur. Mais ce qui est, moi, je trouve super avec Grégoire aujourd'hui sur nos films, en tout cas, et je pense que sur tous les films qu'il travaille, c'est la même chose. Mais ce que je vis moi au quotidien avec lui, c'est que son travail ne s'arrête pas au moment de la vente. C'est-à-dire qu'il va aussi accompagner les distributeurs locaux au moment de la sortie du film dans leur territoire. C'est-à-dire il va d'abord leur fournir tout le matériel qu'ils récupèrent au fur et à mesure dans tous les pays pour qu'ils aient le plus de matériel possible pour faire de la promo. Il va les tenir au courant des résultats du film dans tel ou tel pays et il va les motiver, leur donner envie de faire le maximum pour qu'ils s'occupent bien de notre film sur le pays. Ça, c'est la deuxième partie du travail de Grégoire, en tout cas que Grégoire fait. Euh, tous les vendeurs ne le font pas, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas l'expertise, soit parce qu'ils n'ont pas l'envie, soit parce qu'ils ont trop de films. Je ne sais pas, mais en tout cas, Grégoire fait ça, et ça, c'est super pour nous, parce qu'on sent que son travail ne s'arrête pas. Voilà, j'ai signé, on a pris le chèque, et puis après, il se débrouille. Non, je pense que ce travail de soutien, après, il est important aussi. Et on voit que les sorties se passent mieux, en fait, quand les distributeurs locaux sont accompagnés, même après la vente effective, au moment de la sortie. Donc ça, mais c'est presque un plus que nous offre Grégoire. Dans l'absolu, Alors, moi, je le vois pas du tout comme un plus. C'est très gentil à toi de le dire. Pour moi, la vente commence dans le monde actuel où on est condamné à être parfait sur toute la ligne. Ce que je dis tout le temps, la vente, elle commence à partir du moment où la vente est faite, en fait. Et à partir du moment où on se met sur un terrain sur lequel on se dit, Tate doit être in par avec des films d'animation de gros studios américains, on se doit de livrer aux distributeurs des éléments de campagne qui sont les meilleurs possibles. Donc cette année, j'ai amené Tat voir des monteurs de bandes annonces américaines. Et très tôt, on a réussi d'abord à vendre un peu plus tôt que prévu le territoire américain et à embarquer avec nous le distributeur. D'ailleurs, le film sort demain, ce soir d'ailleurs, aux États-Unis, Pets on a J'allais Train. le dire, 1300 copies quand même, hein, on va pas c'est une grosse sortie pour même un film d'animation français. Grosse sortie, bravo. Hein. Et du coup, on a réussi à embarquer avec nous le distributeur américain pour commenter une bande-annonce qui deviendrait la bande-annonce US internationale, parce qu'on sait combien les distributeurs internationaux désirent utiliser le matériel du distributeur américain, mais qui en général est difficile à récupérer ou trop tard. Donc là, on a essayé d'être bien synchronisé et de bien faire un travail de conviction, parce que comme on le sait, c'est toujours compliqué de dire à un distributeur américain, attendez-nous, faisons-le ensemble, démarrons plus tôt que prévu. Enfin, voilà, c'est pas forcément toujours évident, mais on y est arrivé cette fois-ci, et pourtant un peu contre vents et marées, pour être très franc, et à faire une seule bande-annonce, et surtout, comme le dit Jean-François, on a pu livrer ça très tôt, dès le mois de juin. La sortie française était très très tôt, donc on avait une bande-annonce qui était bah, idéal pour le marché français, mais pas forcément optimal pour le marché international. Donc il a vraiment fallu qu'on cravache deux fois plus dans un contexte dans lequel le film n'a été fini qu'au moment de la sortie française. Donc voilà, donc ça a été toujours un peu. Mais moi j'aime bien ça, j'aime bien l'idée que bah, soyons en temps réel, en flux tendu. Au cul de la charrette, comme on dit, pour faire en sorte qu'on ait la meilleure bande-annonce J+1, vraiment. Bon. Et après ça, on monitore effectivement tout ce que les distributeurs font. Notre distributeur russe, d'ailleurs le film cartonne en Russie, a utilisé notre bande-annonce pour en faire une version réduite qu'il a enhancée avec d'autres images du film et il arrivait à une version d'une minute 13 qui était formidable, qu'on a réussi à récupérer très vite, qu'on a réussi à envoyer à tous les distributeurs. Le distributeur anglais a réutilisé cette campagne-là. Il vient de sortir un 30 secondes qui est incroyable aussi, qu'on a récupéré hier soir et qui est déjà parti à tous les distributeurs. Voilà, on essaye vraiment d'être en temps réel pour faire en sorte de partager le maximum de. Enfin, c'est pas très sorcier non plus, hein, mais c'est juste qu'on a envie que le film fonctionne partout. D'abord, et encore une fois, on revient toujours à la même chose, c'est le film. C'est-à-dire que si on n'avait pas le film,
Ouais. Si le film n'était pas là, c'est-à-dire s'il y avait pas, ce film ne portait pas en lui les gènes d'un succès parce que l'histoire, les personnages, le concept, ce qui est extraordinaire chez Tat, c'est qu'on est capable de pitcher un film en une ligne, hein. C'est immédiat. Et même plus qu'en une ligne, là, en 3 mots. Pets on a Train. Voilà. En 4 mots, l'affaire est dans le sac, quoi, j'ai envie de dire. Bon, donc, mais Justement, vraiment, c'est. une question quand même sur le lancement, parce que là, on parle beaucoup de préparer bien, on voit bien. Va aussi, les auditeurs se rendent compte du travail quand même que c'est au quotidien d'accompagner à l'international. Les festivals, on parle évidemment, nous, on est tous très, très proches du Festival d'Annecy, que je remercie en passant parce que eux aussi sont partenaires forcément de l'Unifrance et de toute l'animation française. C'est sur un disons, une production comme TAT qui est quand même identifiée à l'international, bien prévendue, ça reste primordial ou finalement on peut presque dire, même s'il y a un festival, on l'a pas, c'est moins grave et de toute façon le film existera autrement. Je réponds ou tu Peut-être, je sais réponds, pas. Oui, Grégoire? je sais pas de On va qui vous répondre la même répondre. chose. Vas-y, Grégoire, vas-y. Bah, l'avantage, c'est que le film est vendu est très très vendu auprès de distributeurs, donc ils n'ont pas forcément besoin de festivals. D'ailleurs, des festivals comme Annecy d'animation, il y en a quelques-uns plus petits dans le monde, mais c'est pas. Il y en a d'ailleurs plein, mais qui sont plus dédiés peut-être à une animation plus artisanale en 2D. Du coup, les distributeurs utilisent peu ces plateformes de lancement, ces rampes de lancement. Ils préfèrent sortir gros en salle de manière vraiment entre guillemets commerciale. Euh, voilà, Donc oui, donc, et c'est aussi l'avantage d'avoir prévendu ou d'avoir vendu le film. Alors, l'avantage de l'animation, aussi, c'est qu'on est capable à chaque étape un peu d'émerveiller les distributeurs. Donc, ça peut être sur un concept, avec, en sortant des très jolis books, avec tous les espèces de pitch deck dans lesquels on est capable de montrer un peu les personnages, l'histoire, et même avec un petit sizzle reel ou même un petit test, mais les tests à ce moment-là sont encore. C'est rare qu'on fasse des tests, que TAT n'a plus besoin de faire de tests pour convaincre, donc part plutôt sur une manière de faire avec animatique 2D, storyboard, animatique 2D, animatique 3D, l'animation, voilà. Donc ça, nous, sur les films TAT, il n'y a pas de test en réalité. On part sur un pitch deck. Après ça, on est capable de montrer des premières images. On évite de montrer tout ce qui est phase intermédiaire parce pour toutes les raisons que j'ai dites avant, on n'a aucune envie de perdre des distributeurs là-dessus. Et puis après ça, il y a le film. Et le film est toujours une bonne surprise. Contrairement à quand on le sait dans le marché de la Grégoire. prévente. Non, mais voilà, quand le marché de la prévente, il peut toujours y avoir un côté déceptif. Les distributeurs adorent toujours plutôt acheter un fantasme, une réalité. On connaît cette règle. Et du coup, là, non. Là, c'est génial sur Pathé d'avoir montré le film et que les gens se disent qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien, et de sortir des gros distributeurs et de dire on y va. Voilà. Alors Pet, c'était un peu plus prévendu, donc on a moins eu ce phénomène-là, d'autant plus qu'on n'a pas eu, entre le moment où le film est fini et un marché, il n'y a pas eu de marché. Parce que le film a été fini vers le 22-23 juin et que on est le 15 octobre aujourd'hui et qu'il y a eu ni Berlin, ni Cannes, ni la FM, on n'a pas eu de gros marché dans lequel on est. Mais il y a eu Annecy, non? Oui, Oui, mais mais Annecy, Annecy, c'est pas oui, vraiment mais un marché de c'est pas un vente. marché Non, du c'est tout, pas. Ouais. Daniela. C'est pas toi que. Voilà, C'est il y quand a même un peut-être. grand marché, Ah, disons-le, pour. c'est-à-dire que moi, je le dis, eh bien, de toute façon, Et par c'est exemple, vendu. Igor et moi, on s'est rencontrés à Annecy. Annecy, pour Mm. moi, c'est fondamental. Chaque année, je fais des rencontres importantes à Annecy. J'initie des projets, je discute avec des gens. Mais par contre, c'est vrai que mon expérience, celle de Grégoire, c'est la même. C'est pas là qu'on fait des ventes. Mm. Parce que les distributeurs avec lesquels on travaille sur notre segment très commercial, Mm. souvent, ils ne vont pas à Annecy. Ils sont plutôt sur les marchés du film traditionnel. Traditionnellement, c'est Là, je ça. parle de notre catégorie, notre Tout à fait. typologie de Oui, oui, film. parce qu'il y a quand même un gros marché Donc, par ailleurs à voilà, Annecy qui fonctionne très bien, mais voilà. pas tout à fait sur le même genre de film. Exactement. Donc Grégoire, en fait, c'est vrai que lui, il va se concentrer sur les marchés tradis de films, Cannes, Berlin, la FM. C'est là qu'il va faire, on va dire, 90% des ventes de nos films, elles seront faites sur ces trois marchés. Elles seront faites sur ces trois marchés. Quand même, une question, parce que on peut pas ne pas parler d'Astérix sur Netflix quand même, en soi. C'est une toute autre expérience. C'est mondial tout de suite, évidemment. C'est un grand succès d'ailleurs aussi Ouais. mondialement. En tout cas, c'est ce que Netflix nous dit, hein, parce qu'on est un peu dépendant de ce qu'ils nous racontent. Je confirme. Ça vous est arrivé comment, en fait? Mais, Là, c'était votre première expérience avec un grand streamer, hein, je oui, crois, oui, non? oui.
Et puis surtout, c'était notre première expérience en prestation. C'est-à-dire que sur Astérix, on est producteur exécutif, on n'est pas producteur délégué. C'est-à-dire on n'est pas à l'origine de l'œuvre, on ne produit pas l'œuvre, on est, je dirais, je mets évidemment des guillemets, mais on est juste fabricant. C'est-à-dire on est un studio prestataire. Et comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, c'est Netflix, pour faire court, hein, c'est Netflix qui nous a contactés en nous disant on sait que vous ne faites pas de prestations, que vous faites que vos propres projets, mais là on a quand même un truc qui, a priori, pourrait vous intéresser. Donc, nous, on était prêts à écouter, évidemment, hein, et ils nous ont parlé donc, du Astérix d'Alain Chabat, qui était en préparation. Et en gros, ce qu'ils nous ont dit, si on vous contacte, c'est parce que on se rend compte, en voyant vos films, que vous pouvez sortir de la super qualité pour des budgets qui restent raisonnables. Et en plus, Chabat a vraiment envie de travailler avec un studio français. Donc, est-ce que vous seriez partant? Donc, on a dit oui. Après, il y a eu une petite compète entre 2-3 studios français qu'on a gagné. Et donc là, c'est une nouvelle aventure, oui. Et ça fait bizarre au début quand même de travailler pour d'autres, parce qu'en fait, ils arrivent chez nous et c'est comme s'ils étaient chez eux alors qu'ils sont chez nous. C'était très perturbant au début. Puis après, on a accepté l'idée et honnêtement, pour nous, c'était une expérience géniale, mais c'est une expérience géniale, je pense, aussi pour TAT, de cette expérience propre, hein, et pour, quelque part, j'allais dire, l'animation française, parce que ça fait rayonner, encore une fois, l'animation française bien au-delà de nos frontières. Et il y a aussi quelque chose donc, de très intéressant dans la collaboration avec Netflix, c'est que, comme ils ont des moyens, on ne va pas se mentir, hein, ils nous ont imposé, on l'a vécu comme ça dans les premiers instants, ils nous ont imposé des superstars de l'animation qui sont allés, souvent des Français d'ailleurs, mais qui étaient expatriés chez Pixar, Disney, DreamWorks, ils sont allés les chercher pour les faire venir travailler sur Astérix et ces gens-là sont venus au studio superviser la fabrication et superviser nos équipes. Et c'est génial parce qu'en fait, on a vachement progressé. On a appris plein de trucs. On a décelé plein de choses qui nous manquaient en fait. On croyait être arrivé un peu à notre top du truc, voilà, on est bien, on sait faire, etc. Et puis là, on a vu qu'il y avait plein de trucs qu'on ne savait pas faire, ou en tout cas qu'on ne faisait pas aussi bien qu'on pourrait les faire finalement. Et donc cette expérience a été géniale parce que voilà, d'avoir cet échange en permanence avec des gens super talentueux qui ont travaillé très longtemps dans des studios américains et qui viennent avec une expérience qui n'est pas adaptée du tout à notre économie, mais par contre avec des réflexes qui sont quand même intéressants à étudier et des manières de penser qui sont intéressantes. Et nous, notre travail, ce qu'on a toujours réussi à faire, je pense, extrêmement bien, c'est prendre ces idées-là, le meilleur de ces idées-là et de se demander raisonnablement comment on adapte ça à notre économie. Mais en sachant que ça, c'est super important et que ça serait cool quand même que ça rentre dans nos processus créatifs. Donc là, on a appris beaucoup sur Astérix, on le fait maintenant et ça se sent moins sur Falcon Express parce qu'on a fabriqué Falcon Express en même temps qu'Astérix, mais par contre sur Lovebirds, on a appliqué pas mal des méthodes, le film suivant, que Grégoire a vend aussi, hein, sur Lovebird, le film suivant, on a appliqué pas mal de ces méthodes qu'on a découvertes sur Astérix et on voit que la qualité d'anime, par exemple, est bien au-dessus et qu'il y a plein de trucs qui marchent mieux en fait. Donc on est hyper content. Donc, l'international s'est invité même à Toulouse. Oui. Alors, il y avait une question sur la promotion justement au festival, etc. Je crois tu as très bien répondu, Grégoire. Non, moi, j'ai une question quand même sur aussi cet aspect formation, Jean-François, parce que quand même comme vous avez commencé, vous étiez à Toulouse, il y avait pas de studio, je crois. Donc, c'est la formation, elle fait partie de votre univers où vous dites en France, il y a assez d'écoles, nous on prend un peu partout et on n'a pas de problème de recruter, par exemple. Alors, bah, il y a eu bon, c'est pas un mystère, il y a eu une bulle qui s'est formée, beaucoup de studios qui embauchaient à tour de bras et on a vécu quelques années où c'était très difficile de recruter parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre et puis malheureusement, cette bulle a éclaté, beaucoup de studios français en ont fait des frais, mais beaucoup de studios dans le monde aussi ont dû fermer. Et donc aujourd'hui, on a une abondance de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, c'est pas difficile de recruter. Ça serait mentir de le dire. Nous, on a eu à un moment la volonté de créer peut-être une école, mais pas tellement parce qu'on manquait de gens, plutôt parce que moi j'ai un peu du mal avec l'idée qu'en France, toutes les écoles sont payantes, très chères, et que donc elles sont fermées à toute une frange de la population, à tout un milieu socio-culturel qui n'a pas accès à ces études, et ça, quand même, ça me gêne un peu aux entournures. Et donc moi j'avais la volonté de créer une école gratuite à Toulouse, ça s'est pas fait finalement, c'était trop compliqué, mais une école gratuite pour justement pouvoir s'ouvrir à d'autres franges de la population.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a pas, malheureusement, je trouve pas beaucoup de mixité socioculturelle dans les studios d'animation en France. Donc c'était plutôt cette volonté. Mais sinon, honnêtement, on a un niveau d'école en France et un nombre d'écoles largement suffisant qui crée de la main-d'œuvre ultra qualifiée que tout le monde s'arrache, hein, honnêtement. Non, en termes de main-d'œuvre, on est béni en France, honnêtement. C'est super. On a plein de jeunes, dès qu'ils sortent de l'école, honnêtement, ils arrivent, on les forme, entre guillemets, peut-être un mois à nos process et à notre manière de travailler, mais au bout d'un mois, les gamins, ils sont totalement opérationnels. C'est très impressionnant. Donc, tous les auditeurs jeunes qui nous écoutent, il y a de quoi faire des formations. Je crois que en 2030, il y en aura encore d'autres dans tout le projet vers Marseille, etc. Donc, ça, il y a, allez-y, vous pouvez vous former. Grégoire, je crois qu'on a bien compris que pour vous, la vente, elle commence vraiment une fois que finalement la vente est faite, hein. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que c'est crucial. Unifrance, d'ailleurs, essaye de vous accompagner au mieux dans ce processus après-vente aussi, dans la promotion et d'être à vos côtés quand on peut. Aujourd'hui, voilà, on a 17, 18, 19 ans, on doit choisir un peu. On ne sait pas trop quoi faire dans le futur, mais on sait que l'animation passionne et on a envie d'y aller. Un conseil, c'est quoi? Enfin, conseil, j'aime pas trop le mot, mais qu'est-ce que vous leur dites quoi à ces jeunes là aujourd'hui qui nous écoutent? Tu parles du côté des ventes? Parce que Jean-François a abordé Vente, production, je ne sais pas justement. Non, mais il est-ce qu'il faut y a quelque jamais chose qui, reculer, voilà. jamais reculer devant ses rêves et essayer de trouver sa place en fonction de ses affinités. Moi, je pense que, voilà, il y a une vidéo assez rigolote qui circule en ce moment sur le Passion the Job, ou le Job de Passion. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens peuvent réagir extrêmement bien à quelqu'un qui a quelque chose de profond en lui. C'est un peu, ça a l'air un peu idiot ce que je dis, mais c'est très très vrai, je crois. Euh, qui a besoin de sortir quelque chose, il faut vraiment y aller. Faut pas hésiter à essayer de, quand on a quelque chose en soi, un rêve, y aller. Et je crois que Tat l'a montré. Nous, on les accompagne du mieux qu'on peut. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que Jean-François a juste dit, c'est qu'il y a jamais, on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que apprendre de gens qui viennent travailler chez eux, des idées, des méthodes, tout le temps se remettre en question en se disant mais on croyait qu'on était arrivé, mais en fait pas du tout, et être la tête complètement ouverte là-dessus, pas un peu ouverte, mais complètement ouverte là-dessus. Moi, c'est bien ce dont je parle avec Jean-François, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on va entamer notre troisième film ensemble, qui est déjà un peu entamé, et puis il y en aura un quatrième, je crois. Et puis j'espère beaucoup d'autres derrière. Il y a, pour l'instant, il y a aucune contrainte, il y a aucune forme de routine. On a eu la chance que sur ces deux films-là, c'était des méthodes de vente complètement différentes, des moments de vente différents, et, et on a vachement appris. Et ça a été deux moments de succès à l'arrivée, parce que je crois que dans le fond, la nature change pas et qu'on a cette nature de vouloir tout le temps essayer de d'apprendre de nos expériences passées. On va pas dire des erreurs parce que forcément il y en a eu, mais on n'a pas envie de les vivre comme ça, de le dire comme ça. Et ça c'est génial parce que on sait que la troisième expérience va être différente et que la quatrième va l'être encore. Voilà, donc ça c'est on s'autorise toutes les marges de progression possibles et de se dire bah là on n'a pas été voilà on peut faire mieux et puis voilà donc l'étape d'après ben là par exemple je vais utiliser un exemple très concret. On a utilisé cette société de bande-annonce américaine qui nous a sorti une bande-annonce qu'on a tous trouvé super, vraiment sur le moment. Et on a tous été par terre en voyant la bande-annonce que les Russes avaient montée. Et donc la prochaine fois, on se dit, est-ce qu'on va pas impliquer un distributeur ou plusieurs distributeurs plus en amont avec nous, leur livrer du matériel tôt avant qu'on sorte et qu'on livre une bande-annonce à tous, pour être capable de leur laisser les 2, 3, 4 semaines dont ils ont besoin pour voir what they come up with, tu vois, ce qu'ils arriveraient à faire de leur côté, euh, pour ne, pour être encore plus en avance. Et alors, il y a un autre aspect que j'ai, parce qu'on a parlé beaucoup de bande-annonce, mais on n'a pas beaucoup parlé d'affiches. Et ça, c'est quelque chose qui va faire sourire Jean-François. Je suis convaincu du pouvoir dans l'animation de l'affiche. Voilà. Et je crois qu'on a réussi quelque chose avec Patty, qui était l'affiche, qui d'ailleurs a été autant le titre a bougé à l'étranger. On a été ravis quand Studio Canal au UK est arrivé avec l'idée de Epic Tales, Tales, parce qu'on adore quand il y a des nouvelles idées.
toujours dans cette dynamique de regarder ce qui se passe à l'étranger et de transmettre l'info pour dire regardez, c'est vachement bien. En tout cas, de pas se dire non mais attends, notre titre à nous est vachement mieux. Et l'affiche de Patty a été 100% utilisée, répliquée, quelquefois enhancée dans les couleurs et tout ça, ou un peu zoomée. Voilà. Mais en tout cas, quand on met toutes les affiches internationales de Patty les unes à côté des autres, c'est la même. Et on a réussi à faire la même chose avec Pet, on the Train. Donc je crois que bien prendre le temps et s'écouter sur c'est comment on fait la meilleure affiche ensemble. Alors au début, et moi j'ai toujours dit que c'était les créatifs du studio qui devaient créer l'affiche. On se met d'accord sur une compo. Il faut qu'elle soit très dynamique. Moi je me suis jamais remis de l'affiche des As de la Jungle. Il peut te le dire, Jean-François, parce que je lui en parle à peu près toutes les semaines. Euh, et Tu quand c'est l'as dit en début, Grégoire, tu et l'as quand dit. c'est pas C'est bien, ça qui t'a et quand attiré, oui. et quand c'est pas bien, je le dis aussi. Je Ah dirais oui. pas lesquels, mais j'ai hurlé quand j'ai vu certaines affiches stade. Bon, bref, en disant c'est dommage, on pourrait faire ça, ça et ça. J'étais pas sur le film, donc je me suis pas non plus, voilà, trop imposé, mais voilà. Donc je pense que l'affiche est dans le monde d'aujourd'hui, pour essayer de capter un public dans lequel les studios américains vont faire moins d'animation. On le voit bien déjà. Les plannings de sortie sur les 2, 3 prochaines années, il y a moins de films d'animation venant des studios américains. Donc on a vraiment une place à prendre. Et on sait combien il y a eu un peu une gabegie de films d'animation indépendants européens ou autres depuis 3, 4 ans. Mais ça aussi, ça se calme un peu parce que le public est quand même exigeant et pas idiot. Que ce soit les histoires, le graphisme ou autre, la fabrication, ils sont devenus... Voilà, il y en a eu trop. Donc là, il y a un peu une régulation un peu naturelle du marché qui va vers un peu moins de films et là, je pense que t'as toute la place à prendre. Ça, Donc c'est voilà. très joli. Donc, tu dis rêver et se remettre en question. Jean-François, je ne voudrais pas vous laisser partir sans quand même, parce que là, on a beaucoup parlé succès, etc. Est-ce que dans toute cette histoire, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là, comment on va s'en sortir? Ou finalement, ça a été... Non, il y a eu plusieurs moments où on s'est dit là comment on va s'en sortir. Non, parce que c'est ça. Même quand on a du succès, succès relatif, hein, on n'est pas évidemment dans des délires hollywoodiens, loin de là, mais un succès relatif et un vrai succès en termes européens, pour une boîte européenne, c'est chaque fois un pari. Je veux dire, producteur, c'est un métier à risque. C'est pas, il n'y a aucune certitude sur rien. Chaque fois qu'on lance un projet, on ne sait pas trop comment il sera financé au final. Est-ce qu'on arrivera vraiment à le rendre et puis à le vendre, pardon. Et puis quand on fait du cinéma, il y a la sortie salle. Et la sortie salle, ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et si ça commence à pas marcher et que ça marche d'une part, c'est très très dur hein, parce que d'abord c'est très dur psychologiquement parce que quand même un film c'est voilà 5-6 ans de notre vie donc quand ça marche pas psychologiquement c'est dur à encaisser. Et après, financièrement, ça peut aussi avoir des implications assez lourdes, hein, puisque nous, on fait partie de la famille des producteurs qui prenons des risques financiers. Ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs. Hein. Mais nous, on le fait. C'est-à-dire que sur chacun des films, si on doit sortir un peu d'argent de notre poche pour compléter la production, on le fait. Donc, il y a des vrais risques financiers pour nous. Donc, ouais, quand ça se passe moins bien qu'on l'espère, c'est douloureux. Et des fois, il faut réfléchir, serrer un peu tout. Mais ouais, non, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, la vie de producteur, et même d'un producteur à succès. Loin de là, je pense. Donc, un petit mot pour terminer, Jean-François, pour nos jeunes. Un petit... Ah là, ben, on a déjà un peu, hein, ça arrive surtout, stick it, gardez vos rêves et suivez-le. mais c'est un peu ça. Moi, je pense que de toute manière, c'est des métiers où il faut quand même être passionné. Hein. Parce que au début, c'est pour tout le monde, je pense, c'est très très dur. C'est la passion qui porte. Et moi, je vois beaucoup de jeunes réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices qui lâchent au bout d'un mois et qui passent à autre chose dans leur vie. Et je comprends, hein, parce que c'est vraiment très dur hein, pour la première fois de convaincre, d'avoir un premier projet qui est développé, qui est fait. Si ça marche pas, ben, autant dire qu'en monter un deuxième, c'est quasi impossible. C'est des métiers quand même qui sont très durs et donc il faut être porté par la passion. Il faut travailler parce que en fait, la clé, c'est quand même, ça reste quand même le travail. Et il faut un peu de talent, on va le dire aussi. Il ne faut pas se mentir, mais c'est beaucoup de travail. Donc il faut travailler, développer des idées, être alerte, écouter, prendre compte, tenir compte de l'air du temps et pas être quand même trop focalisé sur soi-même. Parce qu'en fait, on est quand même dans un business. Hein. Je veux dire, le cinéma, c'est pas que de l'art, c'est aussi un business. Et donc, faut réfléchir un peu au marché. Et ça, avec Grégoire, c'est un truc qu'on discute souvent. On discute du marché. Le marché est important. On fait des films pour le marché. Les gens qui font des films que pour eux,
En général, ils font des films qui n'intéressent pas beaucoup de monde. Mais ça existe aussi, c'est bien que ça existe, parce que c'est souvent là qu'on va aussi voir des expérimentations que nous, on ne pourrait jamais se permettre, et que ça, c'est très intéressant. Donc, c'est pas du tout que je dis que ça ne doit pas exister, au contraire. Je pense que c'est ça aussi qui fait avancer la création d'une manière générale. Mais au bout d'un moment, c'est quand même bien de, voilà, quand on est jeune et qu'on a envie de faire des films, ou de devenir auteur graphique ou animateur, ben, de réfléchir un peu à ce qui se passe, ce qui marche, ce qu'est le marché, pour pas non plus s'épuiser sur des choses qui ne verront jamais le jour finalement. Donc être alerte et à l'écoute, ouvert sur le marché, ce qui se passe. Bon, bah, merci beaucoup. Je crois que la passion, on l'a tous et toutes senti. Donc, ça, vous les portez tous les deux. Merci beaucoup. Vous avez pas beaucoup de temps. Grégoire est à Sitges en ce moment sur un marché. Donc, vous êtes en pleine, voilà, la veille de la sortie. Évidemment, on souhaite tout le meilleur demain pour la sortie de, maintenant, je vais le dire Pets parce que c'est comme ça. Maintenant, Falcon Express aux États-Unis. Un grand merci. J'espère que cette passion, se transmet aux jeunes et moins jeunes qui nous ont regardés et écoutés ou qui vont nous regarder et écouter. Je crois qu'il y a quand même rêver, se remettre en question, garder quand même un pied aussi dans la réalité et puis oser vivre sa passion. Bon, c'est un beau projet, hein, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le bien pour les 25 prochaines années, à moins pour Tat et Grégoire. De toute façon, ça continue, ça ne s'arrête même jamais pour un vendeur, hein, ça, il faut aussi le dire. Il y a aussi beaucoup de travail, on l'a entendu, vous le donnez, je le sais. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt.